Salut tout le monde, et on se retrouve pour le chapitre 4 de la conquête du pain, l'expropriation. On raconte qu'en 1848, Rothschild, se voyant menacé dans sa fortune par la Révolution, inventa la farce suivante. Je veux bien admettre, disait-il, que ma fortune soit acquise aux dépens des autres, mais, partagée entre tant de millions d'Européens, elle ne ferait qu'un seul écu par personne. Eh bien, je m'engage à restituer à chacun son écu si il me le demande. Cela dit et dûment publié, notre millionnaire se promenait tranquillement dans les rues de Francfort. 3 ou 4 passants lui demandèrent leur écu. Il les déboursa avec un sourire sardonique, et le tour fut joué. La famille du millionnaire est encore en possession de ses trésors. C'est à peu près de la même manière que raisonnent les fortes têtes de la bourgeoisie lorsqu'elles nous disent « Ah, l'expropriation ! J'y suis. Vous prenez à tous leurs paletot, vous les mettez dans le tas et chacun va en prendre un, quitte à se battre pour le meilleur. » C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas de mettre les paletots dans le tas pour les distribuer ensuite, et encore, ceux qui grelottent y trouveraient-ils quelques avantages. Ce n'est pas non plus de partager les écus de Rothschild. C'est de nous organiser en sorte que chaque être humain venant au monde soit assuré d'abord d'apprendre un travail productif et d'en acquérir l'habitude. Et ensuite de pouvoir faire ce travail sans en demander la permission aux propriétaires et aux patrons. Et sans payer aux accapareurs de la terre et des machines la part du lion sur tout ce qu'il produira. Quant aux richesses de toute nature détenues par les Rothschild ou les Vanderbilt, elles nous serviront à mieux organiser notre production en commun. Le jour où le travailleur des champs pourra labourer la terre sans payer la moitié de ce qu'il produit. Le jour où les machines nécessaires pour préparer le sol aux grandes récoltes seront en profusion à la libre disposition des cultivateurs, le jour où l'ouvrier de l'usine produira pour la communauté et non pour le monopole, les travailleurs n'iront plus en guenilles et il n'y aura plus de Rothschild ni d'autres exploiteurs. Personne n'aura plus besoin de vendre sa force de travail pour un salaire ne représentant qu'une partie de ce qu'il produira. Soit, nous dit-on, mais il vous viendra des Rothschild du dehors. Pourrez-vous empêcher qu'un individu ayant amassé des millions en Chine vienne s'établir chez vous? Qu'il s'y entoure de serviteurs et de travailleurs salariés, qu'il les exploite et qu'ils s'enrichissent à leurs dépens? Vous ne pouvez pas faire la révolution sur toute la terre à la fois. Ou bien allez-vous établir des douanes à vos frontières pour fouiller les arrivants et saisir l'or qu'ils apporteront? Des gendarmes anarchistes tirant sur les passants? Voilà qui sera joli à voir. Eh bien, au fond de ce raisonnement, il y a une grosse erreur. C'est qu'on ne s'est jamais demandé d'où viennent les fortunes des riches. Un peu de réflexion suffirait pour montrer que l'origine de ces fortunes est la misère des pauvres. Là où il n'y aura pas de misérables, il n'y aura plus de riches pour les exploiter. Voyez un peu le Moyen-Âge, où les grandes fortunes commencent à surgir. Un baron féodal a fait main basse sur une fertile vallée. Mais tant que cette campagne n'est pas peuplée, notre baron n'est pas riche du tout. Sa terre ne lui rapporte rien. Autant vaudrait posséder des biens dans la lune. Que va faire notre baron pour s'enrichir? Il cherchera des paysans. Cependant, si chaque agriculteur avait un lopin de terre libre de toute redevance, s'il avait, en outre, les outils et le bétail nécessaires pour le labour, qui donc irait défricher les terres du baron? Chacun resterait chez soi. Mais il y a des populations entières de misérables. Les uns ont été ruinés par les guerres, les sécheresses, les pestes. Ils n'ont ni cheval, ni charrue. Le fer était coûteux au Moyen-Âge. Plus coûteux encore que le cheval de labour.
tous les misérables cherchent de meilleures conditions. Il voit un jour sur la route, sur la limite des terres de notre baron, un poteau indiquant par certains signes compréhensibles que le laboureur qui viendra s'installer sur ces terres recevra avec le sol des instruments et des matériaux pour bâtir sa chaumière, ensemencer son champ, sans payer de redevance pendant un certain nombre d'années. Ce nombre d'années est marqué par autant de croix sur le poteau frontière, et le paysan comprend ce que signifient ces croix. Alors, les misérables affluent sur les terres du baron. Ils tracent des routes, dessèchent les marais, créent des villages. Dans 9 ans, le baron leur imposera un bail. Il prélèvera des redevances 5 ans plus tard, qu'il doublera ensuite, et le laboureur acceptera ces nouvelles conditions. Parce que, autre part, il n'en trouverait pas de meilleures. Et peu à peu, avec l'aide de la loi faite par les maîtres, la misère du paysan devient la source de la richesse du seigneur. Et non seulement du seigneur, mais de toute une nuée d'usuriers qui s'abattent sur les villages et se multiplient, d'autant plus que le paysan s'appauvrit davantage. Cela se passait ainsi au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, n'est-ce pas toujours la même chose? S'il y avait des terres libres que le paysan pût cultiver à son gré, irait-il payer 1000 francs l'hectare à monsieur le vicomte qu'il veut bien lui vendre un lopin? Irait-il payer un bail onéreux qui lui prend le tiers de ce qu'il produit? Irait-il se faire métayer pour donner la moitié de sa moisson au propriétaire? Mais il n'a rien. Donc, il acceptera toutes les conditions, pourvu qu'il puisse vivre en cultivant le sol, et il enrichira le seigneur. En plein 19e siècle, comme au Moyen-Âge, c'est encore la pauvreté du paysan qui fait la richesse des propriétaires fonciers. Le propriétaire du sol s'enrichit de la misère des paysans. Il en est de même pour l'entrepreneur industriel. Voilà un bourgeois qui, d'une manière ou d'une autre, se trouve posséder un magot de 500 000 francs. Il peut certainement dépenser son argent à raison de 50 000 francs par an, très peu de choses au fond, avec le luxe fantaisiste insensé que nous voyons de nos jours. Mais alors, il n'aura plus rien au bout de 10 ans. Aussi, en homme pratique, préfère-t-il garder sa fortune intacte et se faire de plus un joli petit revenu annuel. C'est très simple dans notre société. Précisément parce que nos villes et nos villages grouillent de travailleurs qui n'ont pas de quoi vivre un mois, ni même une quinzaine. Notre bourgeois monte une usine. Les banquiers s'empressent de lui prêter encore 500 000 francs, surtout s'il a la réputation d'être adroit. Et, avec son million, il pourra faire travailler 500 ouvriers. S'il n'y avait dans les environs que des hommes et des femmes dont l'existence fût garantie, qui donc irait travailler chez notre bourgeois? Personne ne consentirait à lui fabriquer pour un salaire de 3 francs par jour des marchandises de la valeur de 5 ou même de 10 francs. Malheureusement, nous ne le savons que trop, les quartiers pauvres de la ville et les villages voisins sont remplis de gens dont les enfants dansent devant le buffet vide. Aussi, l'usine n'est pas encore achevée que les travailleurs accourent pour s'embaucher. Il n'en faut que 500, et il en est déjà venu 1000. Et dès que l'usine marchera, le patron, s'il n'est pas le dernier des imbéciles, encaissera net, sur chaque paire de bras travaillant chez lui, 1 millier de francs par an. Notre patron se fera ainsi un joli revenu. Et s'il a choisi une branche d'industrie lucrative, s'il est habile, il agrandira peu à peu son usine et augmentera ses rentes en doublant le nombre des hommes qui l'exploitent. Alors, il deviendra un notable dans notre pays. Il pourra payer des déjeuners à d'autres notables, aux conseillers et à monsieur le député. Il pourra marier sa fortune à une autre fortune et, plus tard, placer avantageusement ses enfants, puis obtenir quelques concessions de l'État. On lui demandera une fourniture pour l'armée ou pour la préfecture. Et il arrondira toujours son magot, jusqu'à ce qu'une guerre, même un simple bruit de guerre,
ou une spéculation à la bourse lui permettent de faire un gros coup. Les 9/10 des fortunes colossales des États-Unis, Henri George l'a bien raconté dans ses problèmes sociaux, sont dues à quelques grandes coquineries faites avec le concours de l'État. En Europe, les 9/10 des fortunes dans nos monarchies et nos républiques ont la même origine. Il n'y a pas deux façons de devenir millionnaire. Toute la science des richesses est là. Trouver des va-nu-pieds, les payer 3 francs et leur en faire produire 10, amasser ainsi une fortune. L'accroître ensuite par quelques grands coups avec le secours de l'État. Faut-il encore parler des petites fortunes attribuées par les économistes à l'épargne? Tandis que l'épargne, par elle-même, ne rapporte rien, tant que les sous épargnés ne sont pas employés à exploiter les mœurs de faim. Voici un cordonnier. Admettons que son travail soit bien payé, qu'il ait une bonne clientèle et qu'à force de privation, il soit parvenu à mettre de côté 2 francs par jour, 50 francs par mois. Admettons que notre cordonnier ne soit jamais malade, qu'il mange à sa faim, malgré sa rage pour l'épargne, qu'il ne se marie pas, ou qu'il n'ait pas d'enfant, qu'il ne mourra pas de phtisie, admettons tout ce que vous voudrez. Eh bien, à l'âge de 50 ans, il n'aura pas mis de côté 15 000 francs, et il n'aura pas de quoi vivre pendant sa vieillesse, lorsqu'il sera incapable de travailler. Certes, ce n'est pas ainsi que s'amassent les fortunes. Mais voici un autre cordonnier. Dès qu'il aura mis quelques sous de côté, il les portera soigneusement à la caisse d'épargne, et celle-ci les prêtera au bourgeois qui est en train de monter une exploitation de va-nu-pieds. Puis, il prendra un apprenti, l'enfant d'un misérable qui s'estimera heureux si, au bout de 5 ans, son fils apprend le métier et parvient à gagner sa vie. L'apprenti rapportera à notre cordonnier, et, si celui-ci a de la clientèle, il s'empressera de prendre un second, puis un 3e élève. Plus tard, il aura 2 ou 3 ouvriers. Des misérables, heureux de toucher 3 francs par jour pour un travail qui en vaut 6. Et si notre cordonnier a la chance, c'est-à-dire s'il est assez malin, ses ouvriers et ses apprentis lui rapporteront une 20aine de francs par jour, en plus de son propre travail. Il pourra agrandir son entreprise. Il s'enrichira peu à peu et n'aura pas besoin de se priver du strict nécessaire. Il laissera à son fils un petit magot. Voilà ce que l'on appelle faire de l'épargne, avoir des habitudes de sobriété. Au fond, c'est tout bonnement exploiter des mœurs de faim. C'est la fin de la première partie du chapitre 4, l'expropriation. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ce chapitre. Allez, salut à tous.